Je vous donne là une série d'exemples. On va commenter très rapidement. Là, un inventaire qui n'est pas exhaustif du tout, mais qui montre que ça va dans le même sens depuis longtemps. Alors en 1965, par exemple, c'est la création des professeurs principaux. Les professeurs principaux dans le second degré, c'est une façon de dire, ben, ça serait bien quelqu'un qui est quelqu'un dans l'école qui s'occupe des élèves de façon continue sur l'ensemble de ses activités et pas seulement sur sa matière. C'est quelqu'un qui coordonne un peu l'action de l'ensemble des enseignants et qui puisse s'occuper des questions d'orientation, mais aussi guider l'élève dans son travail et pas seulement dans son travail, dans sa matière, qui mette un peu de cohérence dans le curriculum de l'élève. Donc on a créé les professeurs principaux. Ça existait déjà dans plein d'établissements, mais justement, on a fait une circulaire qui a généralisé cela. Avant, il y avait même eu, dans les années 1890, là je renvoie à Léon Bourgeois, justement, tiens, on en parlait, qui a encouragé la création des salles des professeurs. Il y avait beaucoup d'établissements où il n'y avait pas de salle des profs. Et par conséquent, les enseignants se rencontraient assez peu. Eh bien, dans les années 1890, on s'est dit, bah tiens, ça serait bien que dans tous les établissements, il y ait une salle où les enseignants puissent se retrouver quand même pour pouvoir échanger un peu sur leurs pratiques et sur leurs élèves. Bon, bah ça va dans le même sens. En 1973, alors les 10%, qu'est-ce que c'est que les 10%? On appelait ça les 10%. Hein. L'idée, c'était le ministre Fontanet à l'époque. Vous retrouvez ça dans la chronologie. Je vous rappelle qu'il y a une chronologie dans le Polycope qui se trouve dans la Dropbox et que je vous conseille évidemment de télécharger et d'imprimer. Les 10%, c'était l'idée qu'on banalise 10% du temps scolaire. Donc voilà, sur l'année, il y aura 10% de l'année. C'est pas rien, 10%. Hein. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines. 3 semaines de l'année. Alors en fait, personne n'a fait 3 semaines. Hein. On appelait ça les 10%, mais ça faisait pas 10%. Mais où ça peut être toutes les semaines, ça peut être 3 heures toutes les semaines. Bon, au choix. Mais ou ça peut être tous les jours aussi. Enfin, ça peut être voilà une demi-heure par jour. Enfin, bon, bref, 10% du temps scolaire banalisé. Pourquoi faire? Ah ben ça, justement, l'imagination est au pouvoir, hein. On est dans l'après 68, allez-y, lâchez-vous, imaginez des choses, ça sera des activités d'ouverture culturelle, ça sera des invitations d'intervenants extérieurs, ça sera des visites d'entreprise, ça sera une découverte des métiers, ça sera du sport, ça sera de la musique, ça sera rien du tout, parfois dans certains établissements, on a dit aux élèves, bon ben voilà, là, c'est les 10%. Cette semaine, vous faites ce que vous voulez. Alors, les élèves ont traîné dans la cour. Certains ont parlé politique parce qu'à l'époque, c'était important. Certains ont fait une manif contre la guerre du Vietnam. Bon, enfin, voilà. Et 10%, on faisait ce qu'on voulait. Bon, ça a duré peu de temps. Ça a été remplacé par les PAE, les projets d'action éducative, dans les années qui ont suivi. Et puis, bon, progressivement, les PAE ou PAI, enfin, non, PAI, c'est autre chose, pardon. Mais ont été modifiés et ont évolué dans d'autres directions. En 83, le tutorat. Alors pourquoi Legrand? Parce que Louis Legrand était un inspecteur qui avait fait une proposition de réforme du collège et dans cette réforme, eh bien, il proposait que chaque élève ait un tuteur. Donc pas seulement un professeur principal, mais vraiment un tuteur et qui le suive tout au long du collège, de la 6e jusqu'à la 3e, qui suive son travail et qui soit son enseignant référent, qui aille au-delà simplement du suivi du travail, hein, et qu'on dégage des moyens, que les enseignants aient un temps de tutorat dans leur horaire. Alors ça n'a été mis en œuvre que très partiellement et dans les collèges volontaires, mais il y avait cette idée de dire aux enseignants, voilà, on vous donne un temps avec l'élève et vous faites ce que vous voulez au fond. Ça dépend du besoin de l'élève. Pour certains, vous pourrez retravailler une question au programme. Pour d'autres, vous pourrez discuter de ses problèmes personnels parce qu'il a besoin d'en parler. Et puis comme ça, vous pourrez l'orienter vers un psychologue, vers une assistante sociale. Enfin, bon. Donc le tutorat Legrand, c'était aussi un espace de liberté quelque part. En 92, les modules créés au lycée, c'était 3 heures dans la semaine, 4 fois 3 quarts d'heure en fait. 4 fois 3 quarts d'heure où on... en histoire-géographie, en français, en mathématiques et en langue vivante 1. Et ce temps-là, c'était un moment où on divisait la classe en deux et où on pouvait répartir les élèves en fonction de leurs besoins. Donc dire, on va faire un groupe par exemple avec les élèves qui sont à l'aise sur telle compétence et comme ça on va leur faire travailler une autre compétence. En revanche, les élèves qui ont du mal sur telle compétence, on va les mettre dans un groupe à part, dans un autre groupe de modules. Hein. C'est modulable comme le nom l'indique, les modules. Et puis comme ça, ils vont, pendant ces 3 quarts d'heure, ils vont retravailler cette compétence. Mais là encore, c'est l'enseignant qui décide de l'organisation des modules.
Voilà, les TPE, je pense que vous connaissez mieux, vous avez dû en faire sans doute. Les TPE, c'est aussi un espace de liberté où on fait un peu ce qu'on veut, 2 heures par semaine pendant un semestre, et l'idée c'est de rendre un projet. Un projet que l'élève soutiendra, alors qui peut être un projet de groupe ou un projet personnel, enfin après ça dépend des lycées et de la façon dont on l'a mis en œuvre. Les itinéraires de découverte, c'est un peu la même idée au collège. C'est très très ouvert. On dit aux enseignants, allez-y, vous faites un IDD, un itinéraire de découverte, sur le sujet au fond un peu que vous voulez, mais il faut que ça donne lieu à une production derrière, à un projet. Euh, C'était un peu l'esprit des enseignements d'exploration qui ont été créés par la réforme de 2011. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont fait, littérature et société ou méthode et pratiques scientifiques. L'idée, c'est pareil d'avoir un temps toute la semaine, alors c'est 1 heure et demie, avec un programme assez ouvert où on va monter un projet et qui donnera lieu à un compte-rendu, enfin pas un compte-rendu, pardon, à une production, voilà, une production qui sera un peu le chef-d'œuvre que l'élève produit et avec un aboutissement, avec un but. De même, l'accompagnement personnalisé créé au lycée, c'est là aussi un temps complètement ouvert où le lycée sait qu'il a 2 heures par classe et puis il organise ce qu'il veut sur ces 2 heures en fonction des besoins des élèves et des besoins qu'il perçoit. C'est aussi un peu l'idée des EPI au collège mis en place par la réforme de 2016, les enseignements pratiques interdisciplinaires. C'est d'associer 2 disciplines avec une production. Il faut que ce soit pratique et il faut que ce soit interdisciplinaire. En fait, il y a, vous allez me dire, ça va dans tous les sens tout ça, il y a de tout. Oui, mais il y a un point commun, il y a plusieurs points communs. C'est que dans les 3 cas, l'enseignant est dans une posture non pas de transmission, mais il est dans une posture d'aide, de soutien, de dialogue, d'accompagnement de l'élève. En fait, l'idée, c'est faire en sorte que l'élève soit demandeur, quelque part. L'élève, il a un projet, et donc c'est la deuxième idée, il a un projet, ça peut être son projet personnel, son projet d'orientation, mais ça peut être aussi la réalisation de tel ou tel exercice. L'élève a un projet, et il vient consulter l'enseignant pour trouver de l'aide auprès de l'enseignant. Et ça change complètement la relation pédagogique. On n'est plus dans une relation où l'enseignant demande à l'élève de faire quelque chose, on est dans une relation où c'est l'élève qui veut faire quelque chose et qui demande de l'aide auprès de l'enseignant. Ça, on retrouve ça dans tous les mouvements d'éducation nouvelle, dans toute la tradition de l'éducation nouvelle, mettre l'élève en position de demande, justement. Parce qu'on a développé une pédagogie de projet, l'élève, il veut produire quelque chose, il veut aboutir à quelque chose, et donc il est en position de projet. Et il produira au bout du compte quelque chose qui sera un peu un chef-d'œuvre. C'est la tradition des compagnons du Tour de France, de la pédagogie du chef-d'œuvre. L'élève veut produire quelque chose dont il sera fier, quelque chose qui sera un peu une réalisation et une concrétisation de son parcours pédagogique. Et en même temps, on souhaite mettre l'élève dans une attitude réflexive. C'est-à-dire dans tous ces moments que l'on crée, c'est un moment où l'élève est un peu obligé de revenir sur ce qu'il fait, de se demander mais est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Et comment je peux faire pour l'améliorer? Est-ce que la prochaine fois je peux faire mieux? Où j'en suis? Qu'est-ce qui me reste à faire? Et ça, c'est une posture qui n'est pas habituelle dans l'enseignement, où c'est plutôt l'enseignant qui dit bon voilà, vous avez fait ça, maintenant vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et c'est l'enseignant qui est directif. Et bien là, on met l'élève dans une attitude réflexive. Donc c'est un peu le point commun de toutes ces initiatives. On invite l'élève à prendre du recul, en fait, et à développer son autonomie et à chercher un sens à ce qu'il fait, à donner un sens à son travail. En même temps, tous ces dispositifs, ils impliquent une responsabilisation des enseignants. Parce que l'autre point commun de tous ces dispositifs, c'est qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de directive, ou du moins assez peu de directives, et les enseignants doivent par conséquent décider un peu de ce qui est le mieux à faire. En fait, le point commun de tous ces dispositifs, c'est de dire aux enseignants, voilà, on vous donne des heures de disponibles, allez-y, faites-en ce que vous voulez. Mais évidemment, on vous fait confiance pour faire ce que vous voulez, c'est-à-dire ce qui sera à vos yeux utile aux yeux des élèves. On vous fait confiance pour le fait que vous ne ferez pas n'importe quoi. Donc, on retrouve cette idée d'un management moins directif et beaucoup plus axé sur la confiance et l'autonomie, et donc la responsabilisation des enseignants.
Et l'espoir qu'il y a derrière toutes ces mesures, toutes ces propositions, l'espoir, c'est que ça initie une nouvelle démarche, une nouvelle attitude chez les enseignants, et que derrière, ça contamine les pratiques. Qu'un enseignant se dise « Ah bah tiens, je fais ça en TPE, c'est une bonne idée, pourquoi je ne le ferais pas aussi dans mes cours ordinaires ?» Et progressivement, tout le monde se dise « Ah bah voilà, il faut qu'on fasse comme ça, et que ça fasse tache d'huile. » C'est le management de la tâche d'huile. On initie quelque chose de nouveau, et puis on espère que ça va contaminer l'ensemble du système. Évidemment, en faisant ça, on heurte les habitudes, on remet en cause les habitudes, les mentalités, on remet en cause la directivité à laquelle tout le monde est habitué. Alors, comment ça se passe, cette remise en cause des attitudes? Et là, ça ne se passe pas toujours très bien. C'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie, le fait que toutes ces réformes sont dénaturées quand on les met en œuvre, elles sont dénaturées par leur précision. Tiens, j'ai passé mon temps là à dire que c'était flou, c'était libre, c'était lâche, c'était ouvert, là on va voir qu'en fait non, c'est précis. Alors il faut faire un petit détour pour comprendre pourquoi ces initiatives, ces réformes sont au fond un peu trop précises et que ça finit par les dénaturer. D'abord, revenir sur le principe de base de ces dispositifs. Je l'ai dit, ça consiste à accorder aux enseignants un espace de liberté, un espace d'autonomie pour faire, en fait, voilà, je résumerai ça en une formule, un espace d'autonomie pour faire ce qu'on ne peut pas faire d'habitude en cours. En fait, il y a plein de choses qu'il faut faire et qu'il faut de plus en plus faire face aux nouveaux problèmes, aux nouveaux besoins de la société, aux nouveaux besoins des élèves. Plein de choses qu'il faut faire, mais qui ne font pas partie du curriculum prescrit, qui ne sont pas ce qu'on fait d'habitude en cours. C'est quoi? C'est travailler sur le sens, par exemple. Faire comprendre aux élèves le sens de ce qu'on apprend. Quand on demande à un élève pourquoi est-ce qu'on étudie ça, la réponse sera parce que c'est au programme. Alors justement, on va faire des séances où il n'y a pas de programme. Comme ça, on pourra peut-être se demander, mais oui, pourquoi on est là? On est là pour justement améliorer notre compréhension du monde, pour se construire soi-même, pour définir un projet, des choses qui sont extrêmement importantes, qui sont même fondamentales. Et la force des bons élèves, c'est qu'en général, ils sont au clair sur ces idées-là. Et c'est pour ça que l'école est inégalitaire, c'est parce qu'elle n'enseigne pas ces choses-là. Donc, comment faire pour travailler sur des choses qu'on ne travaille pas d'habitude en cours? Eh bien, justement, on crée des espaces pour ça. Et tous ces dispositifs, toutes ces réformes, ça permet de travailler sur le sens, ça permet de travailler sur la méthode, ça permet de travailler sur un projet, qui sont des choses qui ont du mal à rentrer dans les pratiques ordinaires du cours. Et cette nouvelle norme pédagogique qui consiste à travailler sur des choses qui étaient rejetées dans l'implicite, jusqu'ici dans ce qu'on appelle le curriculum caché. Cette nouvelle norme pédagogique, attention, elle est en contradiction avec les modalités ordinaires de l'encadrement. Cette nouvelle norme pédagogique, elle est en contradiction avec le management extrêmement directif dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les enseignants sont pris entre une norme qui les encourage à s'approprier leur autonomie et à faire preuve d'initiative, et puis en même temps un statut qui reste extrêmement directif, avec des habitudes extrêmement fortes d'obéissance et de se considérer comme des exécutants. Et donc cette nouvelle norme pédagogique entre en contradiction avec le statut. On est là dans une injonction paradoxale. Les enseignants font face à une injonction paradoxale quand on leur dit maintenant voilà, on vous donne 2 heures pour faire ce que vous voulez. Et ils vont dire oui mais attendez, ces 2 heures vous les avez pris sur les cours, parce que oui, c'est pas 2 heures qu'on a rajouté, hein. On a diminué le temps de cours ordinaire. Et moi, comment je vais faire mon programme? Et on leur dit oui mais il n'y a pas que le programme à faire, il faut aussi faire des choses que vous n'arrivez pas à faire d'habitude en cours. Oui, mais il faut déjà que j'arrive à faire ce que j'ai en cours. Enfin, ça met évidemment les enseignants dans une situation difficile. Et puis, ils vont demander, mais alors qu'est-ce que je vais faire dans ce temps d'autonomie qu'on me donne? Là c'est flou. Et ce flou pose problème. Parce que créer des espaces de liberté, des espaces d'autonomie, au fond, on n'est pas forcément d'accord. Et on a de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec l'autonomie. Je vous donne un exemple
qui est celui de la réforme du collège de 2016. La réforme du collège de 2016, elle crée les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, et puis un certain nombre d'autres choses, mais c'est surtout ça qui a fait débat.